Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois des invités de la ressource Altami. Plus tard à l'émission, nous recevrons Camilio Zacchia qui vient nous parler du bonheur. À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question de l'obésité morbide. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. Nous commençons en chanson avec Peter Peter et la chanson s'intitule Love Game. Bienvenue à Folie douce. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille maintenant mes invités qui sont Manon Tremblay, bonjour. Bonjour. Bonjour, et aussi Doina. Bonjour. C'est bien ça? Oui. Et je ne me risque pas avec votre nom de famille. Vous pouvez peut-être le dire vous-même. Doina Sparionopte. Voilà, merci beaucoup d'être là. Vous êtes du Centre d'écoute et de référence Altami à l'UQAM. On va évidemment parler des services, on va parler d'un peu de pourquoi cette ressource-là existe. Mais justement, Mme Tremblay, comment on peut définir cette ressource, comment on peut la présenter? En fait, on pourrait la présenter en disant que cet organisme-là date de 30 ans. Donc, on célèbre notre 30e année cette année. Et à ce moment-là, elle a été créée par un besoin des étudiants de pouvoir se retrouver et parler de problématiques qu'ils vivaient. Donc, des étudiants à l'UQAM. C'est une dame religieuse, Mme Violaine Gagnon, qui a fondé cet organisme-là. Et on ne fait pas partie de l'UQAM, mais on est à l'UQAM. Ouais. Donc, il y a une très grosse différence dans la préposition de « à » et « de ». C'est-à-dire que l'UQAM nous fait le plaisir de nous héberger dans leurs locaux. Qui est bien situé, l'UQAM. C'est peut-être une raison pour laquelle vous êtes là, parce que c'est un endroit important au centre de Montréal, en fait. Tout à fait. Et comme on dessert la clientèle qui touche les étudiants de l'UQAM, en plus du Grand Montréal, ça devient un endroit qui est quand même névralgique au centre, comme ça. Oui. Et d'où vient le nom, en fait, Altami? Pourquoi on a appelé ça Altami? Parce qu'on a deux volets. On a le volet qui touche l'écoute, donc soit téléphonique ou face-à-face, pour des gens qui vivent une détresse multiple, peu importe la problématique. Et on a le volet accueil et intégration de nos nouveaux arrivants. Donc, le Altami vient de là. OK. Si on y va du côté de Doina, vous êtes responsable du service d'accueil et d'aide à l'intégration. Donc, c'est important l'accueil. Hein, quand les gens se présentent, je ne sais pas si c'est la façon de procéder, les gens se présentent directement ou ils doivent vous appeler avant? Oui, en effet, le service d'accueil et intégration, il fonctionne aussi sur rendez-vous, mais aussi les gens se présentent directement. C'est un service qui date depuis les débuts du centre. Je vais rajouter seulement un petit peu la précision pour Altami que Manon vient de dire. C'était aussi dans le sens de trouver une place de recueil au centre parce que nous, on est un centre d'écoute et comme les étudiants vivent beaucoup de problèmes, anciennement, donc ça fait déjà 30 ans, on disait que c'est une place pour se reposer, pour partager et pour trouver un ami. Ouais. Donc c'est un petit peu dans cette problématique qu'on a donné le nom au centre. En ce qui concerne les immigrants, on en reçoit beaucoup. Ceux qui viennent de l'UQAM directement sont des étudiants en francisation ou sont des immigrants qui viennent apprendre le français dans le cadre du MIDI, le ministère de l'Immigration. Ouais. Mais il y a ceux aussi qui font un certificat en français à l'UQAM. Et comme on est bien situé, on reçoit aussi des immigrants qui sont envoyés par d'autres centres communautaires ou qui viennent via nos sources d'information, le site Internet et le Facebook. Oui. Vous avez beaucoup de références à donner quand les gens se présentent. J'imagine que vous êtes un peu... évidemment, il y a de l'écoute, puis il y a de l'accueil, mais votre travail est peut-être aussi de référer pour que les gens puissent trouver les services si jamais ils ont besoin des services. C'est un peu ça aussi? Effectivement, quand on ne peut pas répondre à certains besoins,
à ce moment-là, il y a moyen de trouver des références. On a des gros bottins, on a Internet qui est aussi très pratique, effectivement. Et en recevant les gens en écoute ou téléphonique, des fois peuvent nous demander « Saurais-tu où je peux aller pour faire tel ou tel truc? » Et des fois, c'est pas de notre ressort à nous, c'est en dehors de notre mission. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va référer à des organismes ou un service, ça peut être un CLSC, ça peut être autre, dépendamment de la problématique que la personne vit. C'est important d'être dans un milieu pour être près des gens. Tu sais, souvent, on se dit les gens ne vont pas chercher de l'aide ou ne vont pas demander des ressources. Ou est-ce que c'est important? Est-ce que le côté d'être justement présent où il y a beaucoup de monde qui circule là, à l'endroit où vous êtes, je veux dire, ça a une importance capitale aussi? Je trouve que c'est vraiment un bon point parce que souvent les étudiants sont trop pris dans leurs cours ou sont trop pris avec la vie parce que le quotidien il prend tout le temps, mais quelquefois on se rend compte qu'on a des problèmes et si on connaît la ressource, si on sait qu'il y a quelqu'un proche de l'endroit où on étudie, on peut faire appel à ce service et en plus notre service est confidentiel et gratuit. C'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser dans le bon sens du mot. Et en parlant des ressources, on a une base de ressources de plus de 350 références. Pas seulement pour le fait si on ne peut pas répondre à leurs demandes, mais si ça demande un peu plus de suivi, un peu plus de travail sur une situation, là, on peut référer la personne. Comment ça a évolué au cours des années, au cours des 30 ans? Est-ce que la mission s'est développée chez Altami? Est-ce que les besoins ont changé? Est-ce que dans quel sens ça a évolué? Est-ce que vous pourriez avoir un peu une vue vers ce qui s'est passé là, dans l'histoire de 30 ans, l'une ou l'autre? Moi, je pourrais dire que dans ces 30 ans, ça a évolué un peu plus vers l'accueil et l'intégration parce qu'au début, on avait développé au centre plus le volet écoute. Donc, la mission était axée plutôt sur l'écoute des gens, des étudiants surtout. Mais avec le temps et avec l'immigration, bien sûr, vu qu'aujourd'hui, Montréal, et pas seulement Montréal, c'est un pays d'accueil et il y en a beaucoup d'immigrants qui viennent un petit peu de partout. On a développé davantage le service d'accueil et intégration et quelquefois, on a l'impression que un petit service qui peut être rendu à quelqu'un qui vient ici et qui n'est pas capable peut-être au début de s'exprimer, de trouver une ressource, ça peut être quelque chose de facile pour nous, mais ça peut prendre tous les efforts pour l'autre pour trouver une réponse. Est-ce que vous rencontrez aussi des problématiques de santé mentale ou des problématiques de stress, justement? Parce qu'on se dit souvent que, bon, c'est un peu le mal du siècle, là, donc dans votre cas chez Altami, comment ça se présente? Bien, souvent, les gens qui nous appellent ou qui viennent en face à face, évidemment, vivent du stress. Au niveau des étudiants, on parle beaucoup d'anxiété de performance. Donc, c'est une problématique. Et du fait qu'on n'est pas de l'UQAM, on est un petit peu un filet de sécurité, je vous dirais, comparativement à toutes les cliniques qu'il y a à l'UQAM, donc cliniques de psychologie et autres services. Nous, des fois, on va être le petit filet qui empêche la personne d'attendre trop longtemps pour avoir un rendez-vous, parce que nous, c'est vraiment de façon ponctuelle. Et les gens qui vont faire les écoutes sont majoritairement des étudiants de l'UQAM qui ont reçu une formation que nous, on donne, qui est exclusive au centre, qui dure une 50aine d'heures. Donc, ils repartent avec des outils excessivement précis pour être capables de gérer certaines situations et d'être disponibles à l'écoute. Donc, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Nos formateurs, on a notre dernier formateur qui est un professeur de l'UQAM, M. René-Pierre Le Squarnec, et notre responsable des bénévoles qui est spécialisé en prévention du suicide, donc qui donne des formations. Et ça permet à ces bénévoles-là d'être vraiment ouverts à recevoir leur pairs et aussi tout ce qui concerne le Grand Montréal. Donc, une belle relation qui est maintenue avec l'UQAM. Dans le fond, comme vous disiez, vous ne faites pas partie de l'UQAM, mais physiquement, vous êtes à l'UQAM. Donc, évidemment, la clientèle, bon, il y en a peut-être qui vient d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'étudiants, puis c'est un créneau qui est quand même important là, quand vous parlez d'anxiété de performance, ces choses-là, au niveau des études. Qu'est-ce qui revient le plus souvent comme problématique? Est-ce qu'il y a des thématiques ou des choses qui reviennent plus souvent chez Altami? L'anxiété, effectivement. Ça, c'est beaucoup. Ouais. On parle beaucoup d'isolement, de solitude, ce qui touche les rapports aussi avec les gens.
Donc, au niveau relationnel, la famille, les amis, le conjoint, la conjointe, tout ce qui touche évidemment anxiété sous toutes ses formes et problématiques de santé mentale. Il ne faut pas qu'on oublie qu'au centre, on reçoit souvent par téléphone des appels qu'on dit des appels réguliers. Donc, ce sont des gens qui appellent régulièrement, qui ont besoin de briser leur isolement de cette façon-là. Et cette écoute-là qu'on peut leur fournir, vu qu'on ne fait pas de suivi, nous, c'est vraiment ponctuel, ben ça les aide quelquefois à passer pour avoir une meilleure journée. Ça sauve sûrement des vies, puis c'est ça, des fois, on minimise ce genre d'intervention-là, mais c'est important de prévenir puis d'être présent. Je sais que du côté des immigrants, la santé mentale, souvent, c'est vécu de façon taboue. On comprend mal, même nous, à Folie Douce, on a l'occasion de parler de ce sujet-là, mais dans certaines communautés ethniques, c'est beaucoup difficile à accepter puis à vivre. Je ne sais pas si vous avez ce genre d'enjeu-là chez Altami. En effet, oui, on l'a et il y a beaucoup d'immigrants qui viennent de plusieurs pays qui ont une mentalité différente et ces gens-là, c'est vrai qu'ils n'en parlent pas beaucoup du suicide, ils n'en parlent pas beaucoup de santé mentale, mais ce qu'on fait, c'est, à part l'écoute, on organise des ateliers de conversation et souvent les sujets dans les ateliers parlent de la société d'ici, de la santé mentale, on leur offre nos services, on leur dit qu'est-ce qu'on fait, on les encourage de venir nous en parler de leurs problèmes. Il y a aussi une bonne partie dernièrement de nos immigrants qui viennent au centre, mais qui demandent à faire la formation en écoute. Donc, eux, ils deviennent bénévoles en sachant, en connaissant aussi les problématiques, ce qui fait briser un petit peu les tabous, ce qui fait parler de la société d'ici, ce qui leur donne aussi la possibilité de mieux s'intégrer et de mieux comprendre et bien sûr dépasser les limites et de se dire finalement oui c'est tabou mais c'est un problème et je dois parler, je dois m'en sortir, je dois trouver des ressources. Donc je dirais plutôt que les gens et les mentalités changent. Oui. C'est intéressant, comme vous dites, parce qu'en prenant part, on a vraiment les mains dans l'histoire. En fait, on est vraiment dedans, donc on comprend via l'intérieur, en fait, de qu'est-ce que c'est les problématiques, là, effectivement, comment les gérer. Comment vous voyez votre évolution, Mme Tremblay, comme organisme? Quand on dit 30 ans, bon, c'est long, c'est court à la fois. Est-ce que vous voyez un peu une continuité ou est-ce que ça va évoluer? Est-ce que vous avez déjà pensé un peu à l'avenir de cette ressource? On n'a pas le choix. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis de nouvelle directrice. Oui. Et j'apprivoise encore, mais le plaisir qu'on a, c'est de dire qu'on peut toujours offrir d'autres services. On est présentement à créer une formation qui va aider les gens en RH, en ressources humaines, pour nos immigrants au niveau de la relation d'aide. Oui. Comment on les approche? Il y a des choses, des fois, qu'on est plus ou moins sensible. Donc, on est en train de bâtir ça. On est en train d'ouvrir l'offre de service, à voir vers où on peut répondre aux besoins des gens. Donc, c'est bon de se questionner, en fait, parce que c'est toujours un peu le défi d'une organisation, de dire une organisation qui fait du service, je dirais social et qui aide la société, qui aide les personnes. Il faut essayer de se renouveler tout en gardant le bon côté de ce qu'on présente, mais c'est intéressant. On a encore environ 1 minute. Ce serait bien de mentionner les coordonnées. Les gens, comme vous disiez, il y a des gens qui peuvent devenir bénévoles, qui peuvent être avec une formation qui leur est fournie, je pense. Il y a toujours de la place pour les gens qui sont de bon cœur là, dans ce genre de cause-là. Comment on peut vous rejoindre? Est-ce que c'est mieux le site web? Est-ce que c'est mieux le téléphone? Dépendamment du besoin, quelqu'un qui désirerait une écoute peut toujours nous contacter au 514-987-8509. À ce moment-là, quelqu'un l'accueillera, le référera en bénévole. Venir nous voir aussi sans rendez-vous. Ouais. Donc, c'est le 1259 rue Berry au 10e étage. C'est près d'où, en fait, si les gens, c'est dans l'édifice de l'UQAM, mais... Non, l'autre côté. L'autre côté, donc juste de l'autre côté. À côté du Archambault. Donc, c'est facile c'est un peu... c'est tout près de l'UQAM, mais c'est très facile à trouver. Rappelez donc l'adresse encore, les gens qui sont sur place. 1259 rue Berry au 10e étage. Oui. Puis donc le site web, c'est... Le site web, c'est écoute.uqam.ca. Excellent. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Donc, Mme Manon Tremblay, merci. Et bonne continuité avec Altami. Et Doina aussi, c'est ça? Merci beaucoup. Et je ne risque pas encore votre nom de famille, mais je risquerais de l'écorcher, malheureusement. Alors, merci. Oui, et bonne continuité. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. 514-990-9604.
C'est maintenant le temps du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, tu nous amènes un sujet qui est l'obésité morbide. Mm-hmm. L'obésité morbide, oui, on en parle, je pense, de plus en plus. J'ai l'impression que c'est un problème croissant. Oui, en Occident, on dirait beaucoup, là. Oui. Beaucoup de gens sont beaucoup un surplus de poids, Oui, mais quand oui. on parle d'obésité, c'est encore plus gros que ça. Oui. C'est On encore en parle, plus je pense, difficile. aussi en Chine. Je pense que ça commence à être des Oui, problèmes majeurs. oui. La plupart des pays qu'on dit industrialisés. Là, ouais. Oui. En tout cas, ce qu'on dit tout d'abord sur le site Statistique Canada, on nous dit un jeune sur 5 fait de l'embonpoint. Ça, c'est ici au Canada. Et au total, 62% des hommes et 45,1% des femmes, en pourcentage, sont classés avec embonpoint ou étant obèses. Si on regarde la définition de l'obésité est l'état d'un individu ayant un excès de poids par la masse adipeuse. Contrairement à l'idée reçue, l'obésité n'a jamais été reconnue comme une maladie de la part de l'Organisation mondiale de la santé. Cette organisation définit le surpoids et l'obésité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Oui, c'est les conséquences des autres maladies comme le diabète et les maladies maladies de cœur, je m'excuse. D'après l'OMS, là, on dit seulement que on ne parle pas C'est pas une maladie, d'autres causes. c'est ça, oui. OK. Et on dit que sa prévention est un problème de santé publique dans les pays développés, comme on vient de le dire. Elle peut avoir des répercussions importantes sur la santé de l'individu, on s'en doute. L'obésité est le résultat inhérent au fait d'ingérer beaucoup plus de calories que l'on en dépense sur le long terme. Maintenant, sur le site Oureka, non pas Eureka, mais Oureka, O-O-R-E-K-A. C'est un site français. On nous dit que en France, plus de 10% des hommes et 11% des femmes sont touchés par l'obésité morbide, soit plus de 150 000 personnes. Et on a raison de croire que c'est la même chose ici. Oui, c'est un grave Peut-être pire problème, encore. c'est de ne pas savoir les quantités de sucre et de sel dans les produits qu'on achète. Ben, on l'indique pourtant. Oui, on fait pas attention. Puis il y en a aussi on fait pas attention. Ou Ou peut-être on veut pas faire On attention. ne veut pas le savoir, oui. Ce qu'on nous dit dans cet article aussi, on nous dit les dangers que représente l'obésité morbide sont incontestables, à tel point que le pronostic vital de la personne atteinte peut se trouver à risque. Oui, on s'en doute à cause c'est un gros effort pour le cœur. Oui, c'est surtout, sûr. oui. Les personnes souffrant d'obésité morbide sont également concernées par à part les maladies cardiovasculaires, par les cancers colorectaux, le diabète de type 2, l'infertilité, l'apnée du sommeil, les maladies squelettiques et le reflux gastro-œsophagien. Maintenant, si on regarde les traitements médicamenteux de l'obésité, l'obésité morbide est difficile à traiter. Si on parle de médicaments, les coupe-fins ont été largement utilisés, mais sont interdits depuis l'année 2000, leurs effets secondaires ayant été jugés responsables de problèmes de santé majeurs. Il y a les traitements chirurgicaux aussi de l'obésité. Lorsque le traitement médical échoue, l'équipe médicale encadrant la personne obèse décide de traiter l'obésité morbide grâce à la chirurgie. Les différentes solutions sont ce qu'on appelle le ballon gastrique, le bypass gastrique et la gastroplastie. Alors, on explique les trois termes. Le ballon gastrique, c'est une méthode qui consiste simplement à insérer un ballon gonflé d'air ou d'eau dans l'estomac. Le ballon est installé dans l'estomac pour une période de 6 mois. Pourquoi choisir cette méthode? La pose d'un ballon gastrique n'est pas une intervention chirurgicale en ce sens et en fait, c'est une méthode réversible. Il accentue la sensation de satiété et permet aux patients d'avoir des résultats visibles rapidement. Les professionnels de la santé estiment qu'en l'espace de 6 mois, un patient obèse peut perdre jusqu'à 25 kilos. Oui, il y a déjà eu un invité qui est venu parler de sa chirurgie. Puis il disait aussi par la bande que c'était quand même dur psychologiquement d'être obèse. T'sais. Il trouvait ça dur. C'est pour ça qu'il voulait absolument faire une opération de ce genre-là. Et on va en parler un peu plus loin dans l'article de l'aspect psychologique. C'est important. Oui. C'est sûr. Mais pour la pose du ballon gastrique, on nous dit que la réussite de cette méthode pour perdre du poids inclut un suivi. On s'en doute, moi.
Maintenant, j'ai parlé tantôt du bypass gastrique. Un bypass gastrique, c'est une intervention qui vise à modifier le circuit alimentaire en diminuant le volume de l'estomac. Ça, on en a entendu parler assez souvent. Le principe consiste à court-circuiter l'estomac durant la digestion. Les aliments ingérés seront directement envoyés dans l'œsophage à l'intestin grêle. Et pourquoi choisir cette solution? La création de bypass gastrique est une intervention chirurgicale relativement lourde qui nécessite 1 semaine d'hospitalisation. Et cette méthode entraîne une perte de poids rapide et importante. La première année, le patient perd jusqu'à 80% de sa surcharge. Et puisque la digestion des aliments n'est pas fondamentalement modifiée à la suite d'un bypass gastrique, cela n'engendre aucune interdiction alimentaire. Oui, ça arrive souvent que parfois des gens reprennent malheureusement tout leur poids. Là. Oui, ça prend un suivi. Oui, ça prend. Bonne discipline. Psychologique. Oui, puis un diététicien, c'est-à-dire, c'est très, très rigoureux, là, le suivi. Alors, ces 2 types d'intervention de ce qu'on appelle la gastroplastie, il existe 2 types. Ce qu'on appelle le sleeve gastrique qui réduit la contenance de l'estomac grâce à la pose d'agrafe et l'anneau gastrique qui réduit la contenance de l'estomac grâce à la pose d'un anneau qui est modulable. La pose d'un anneau gastrique et la création d'une sleeve gastrique se font sous anesthésie générale. Et l'anneau gastrique pourra ensuite être resserré, desserré ou retiré. J'y reviendrai un peu plus tard. Oui, on va poursuivre, puis tu vas amener aussi le côté plus psychologique. On devait définir un peu le côté physique de la chose, mais il y a des répercussions psychologiques. Alors, tout ça, Folie douce, un peu plus tard à l'émission, donc. À venir dans l'émission Folie douce, nous recevons Camilio Zacchia qui nous parle du bonheur. À l'Espresso allongé, on poursuit sur l'obésité morbide. Vous entendrez aussi en chanson Soyons sauvages de Ariane Zita et Jardin sauvage de Jérôme Minière. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des idées pour nous, écrivez-nous par courriel à l'adresse folidouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir que je reçois Camilio Zacchia. Bonjour, M. Zacchia. Bonjour. Bienvenue encore une fois à notre micro. Vous êtes psychologue et vous avez une longue feuille de route, une longue expérience dans le domaine de la santé mentale. C'est un domaine important. Vous êtes habitué de démystifier les choses. Vous avez écrit dans le journal, vous avez fait plein de choses. Vous êtes donc psychologue, vous donnez des conférences et on va parler aujourd'hui d'un sujet. Des fois, on a l'impression que c'est mal connu. C'est le bonheur. Tout le monde court un peu après le bonheur. Puis on se demande des fois ce que c'est le bonheur. Est-ce que c'est d'être multimillionnaire? Est-ce que c'est d'avoir une santé? Est-ce que c'est de vivre, je sais pas moi, 150 ans? C'est quoi le bonheur? Donc, comment on peut... on a beaucoup de minutes pour parler. Commençons avec l'idée de la santé mentale. Parce que on parle toujours de maladie mentale, d'anxiété, de dépression, schizophrénie, psychose. Et de plus en plus, je m'intéresse dans le bien-être. Qu'est-ce qui fait on se pose toujours des questions quand ça va mal, mais on devrait aussi se poser des questions quand est-ce que ça va bien et pourquoi ça va bien. Ouais.
Donc, pour moi, ça, c'est la santé mentale et il y a un peu de recherche là-dessus et tout ça. Mais quand même, pour moi, c'est une question compliquée. Évidemment, on va débuter tout de suite avec cette question d'argent. Parce qu'il y a quand même la recherche qui démontre que, en effet, l'argent porte bonheur jusqu'à un certain niveau. Il y avait un chiffre à peu près 70 000 par année. C'est vrai, j'ai lu ça. Ça a monté peut-être un petit peu avec l'inflation. Ouais. Pour dire qu'on était comme confortable, on avait moins de stress. C'est-à-dire que oui, si on n'a pas d'argent, ça cause des problèmes. Si on a de l'argent, on est un peu mieux. Mais dépasser ce point-là, il n'y a plus d'effet d'argent. Et ça, c'est à cause du fait que le bonheur, ça vient de plusieurs aspects de qui nous sommes, nos relations interpersonnelles et tout le reste. Je vais commencer avec ce qu'on appelle les 3 piliers du bonheur. Okay? En effet, il y en a d'autres ingrédients, mais on commence avec ces 3-là. 3 bases solides. C'est toujours une question de balance. Avant tout, j'ai plusieurs rôles. On a tous plusieurs rôles. Vous êtes journaliste, je suis psychologue, et alors j'ai une certaine fierté d'un job que je fais ou qu'une autre personne va faire, c'est-à-dire avoir un sentiment de contribution à la société, d'être fier de ce qu'on fait, étudiant, bénévole, peu importe. Un des piliers, c'est le travail ou une identité, une activité qu'on fait pour contribuer. Un autre élément, quand je suis chez moi, je ne suis pas psychologue. Au parc, si je rencontre un ami, on est toujours tout en train de voir nos enfants jouer au baseball. On est père, on est frère, on est fils. C'est-à-dire que c'est important aussi que je reconnais qu'une partie de mon identité, ça n'a rien à faire avec ma profession. C'est qui je suis, mes relations interpersonnelles et tout ça. Donc, ça prend le temps aussi de investir là-dedans, de ne pas oublier de faire des efforts aussi à créer un réseau social et tout le reste. Et finalement, quand je suis tout seul en vélo, ou si j'écoute la musique, ou je chante très mal, mais quand même, personne ne m'entend. Des fois, ça fait du bien chanter. Quand je fais ça, ou si je lis un roman, ou si je lis quelque chose, je suis en train de nourrir mes propres intérêts. Je ne suis plus père, je ne suis plus mari, je ne suis plus psychologue, je suis moi. Alors, le travail, la famille et amis, les relations interpersonnelles, et le temps pour jouer, pour nourrir nos passions. Nos passions, nos intérêts, ça, c'est les 3 piliers du bonheur. Et ça, c'est important parce que ça prend un peu de focus, de s'assurer qu'on a mis de l'effort là-dedans. C'est-à-dire, les gens, mettons, qui travaillent 60 heures, 80 heures par semaine, où est-ce qu'ils vont prendre le temps? Au lieu d'aller au gym, au lieu de lire, ils vont dire « j'aimerais, mais j'ai pas le temps ». Donc, souvent, on va emprunter le temps de nos passions personnelles. Et en plus, quand c'est question de relations interpersonnelles, on n'a pas le temps. On va aller voir grand-maman, c'est sa fête, on est obligé, mais on n'a jamais le temps de... Mettons qu'on est tout seul en fin de semaine, moi puis ma femme, on dit peut-être on devrait inviter un voisin ou une frère ou une belle-sœur ou quelque chose. Et à la fin de la soirée, on a du fun parce qu'on avait le temps et on cherchait quelque chose à faire avec ce temps-là. Donc, avant tout, c'est une question de s'assurer qu'on a une bonne balance dans nos rôles, nos identités, d'avoir le temps pour nous-mêmes, avoir le temps pour les autres et avoir le temps pour faire notre job. On n'est peut-être pas assez connectés. On ne vit pas assez notre vie. Vivre sa vie, là, c'est un peu ce que vous dites. Là, prendre part aux choses et les vivre. Chaque tâche qu'on a à faire, chaque journée, on a l'impression qu'on court après toujours quelque chose, mais sans trop vivre vraiment. C'est ça qui est spécial. Hein? En effet, vous avez volé un peu ma punch. OK, désolé. À la fin de la conférence, je parle de 2 autres ingrédients importants et on va revenir peut-être sur la balance tantôt. Mais ces autres ingrédients sont importants. Il y a un poème qui s'appelle Nirvana de Charles Bukowski, un Américain, qui parle d'un monsieur qui s'en va à un petit restaurant puis il prend un café et un petit repas. Et je ne vais pas aller trop dans les détails, mais la réalité, c'est que dans ce moment-là, il découvre que le café était bon, le repas était délicieux, la compagnie, la serveuse était plaisante, elle riait avec les cuisiniers. Et c'était un moment de
perfection pour lui. Et les autres ne sont pas aperçus de cette magie qui vient de passer. C'est-à-dire, c'est un exemple simple du fait que dans un moment précis, on peut rire, on peut voir quelque chose, la beauté, et juste d'arrêter d'apprécier que le bonheur, c'est pas dans les gros projets. Des fois, c'est juste d'être capable d'apprécier que maintenant, je me sens bien. Je viens de rire avec quelqu'un. Je viens de voir quelque chose de belle et tout le reste. Donc, un ingrédient de plus, c'est aussi la capacité d'apprécier le moment présent. Et le dernier ingrédient, pour moi, important, c'est l'habilité d'accepter que des fois, les choses ne sont pas comme on veut. Ouais. Il y a des gens qui sont malheureux, sont nés dans la pauvreté, ils ont des problèmes de santé physique. Je marche dans les rues, j'ai joué au golf aujourd'hui. La réalité, c'est que je suis capable de faire ça. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de faire ça. Il y a des choses que moi, je n'ai pas, que les autres vont avoir. C'est important d'être capable d'arrêter de lutter contre tout et des fois simplement d'accepter les choses comme ils sont. Et quand on arrête de lutter, on est plus capable d'apprécier ce que nous avons. Parce qu'on a toujours... Tout le monde, on a tous quelque chose de bien. Oui. C'est dommage que souvent, c'est plutôt à un âge avancé qu'on comprend ça. Parce que ça serait tellement génial. Non, mais ça serait tellement génial de savoir ça à 20 ans. C'est ça que je suis d'accord avec vous, que c'est ça. Puis, on a l'impression que la vie ne nous permet pas de comprendre ça avant. C'est rare. En tout cas, vous avez juste écouté les nouvelles de réaliser comment on est chanceux. Et si on a passé du temps dans des pays plus pauvres, etc., dans le tiers-monde, c'est tellement frappant qu'on se plaint des niaiseries. Oui, c'est ça. Puis encore une fois, c'est d'être branché. C'est vraiment, comme vous dites, dans le fond, de vivre, d'apprécier les choses. Le bonheur, c'est ça. Moi aussi, je trouve ça. Il y a aussi d'autres choses importantes. Comme psychologue, on rencontre beaucoup de gens qui sont tristes, qui sont toujours en chicane avec leurs épouses, époux. Il y a aussi une question de balance dans notre façon de voir des choses, dans nos perceptions, etc. Quelqu'un qui a... On va prendre une couple de choses. Une, c'est la rigidité. Les gens qui sont capables de tolérer les changements sont généralement plus heureux que les gens qui sont très rigides, les gens qui disent c'est supposé d'être comme ça. Mm-hmm. Ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui n'accepte rien. Ouais. Donc, ça, c'est un facteur de personnalité importante. Un autre, c'est dans les standards. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on a besoin d'avoir des standards élevés. Moi, je veux un médecin qui est méticuleux. Moi, je veux l'ingénieur qui construit le pont Champlain. Je veux quelqu'un qui est méticuleux. Mais des fois, quand on veut trop, les gens qui cherchent la perfection, ils ne vont jamais l'atteindre et ces gens-là ont beaucoup de misère à vivre bien parce que c'est jamais assez. Donc, des fois, c'est non seulement dans nos rôles, c'est important de regarder la balance dans nos façons de voir des choses qui est clé au bonheur. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui, génétiquement, sont plus heureux, sont plus aptes au bonheur que d'autres? Oui, absolument. En effet, ce qui est frappant, c'est si on demande à plusieurs personnes si vous avez plus qu'un enfant, demandez-leur s'ils sont pareils. Mm-hmm. Ils vont tout de suite dire non. Absolument pas. Ou vos frères, vos sœurs, etc. Ça. Et qu'est-ce qui fait qu'un enfant est toujours souriant, un autre enfant semble toujours fâché contre tout? Alors, souvent, on voit des photos de certaines personnes, leurs photos de bébé, ils ont toujours un sourire. À l'école, toujours un sourire. Ils sont toujours souriants comme adultes. Donc, clairement, il y a aussi quelque chose qu'on est né avec. On est né avec un tempérament, pas nécessairement un gène de bonheur nécessairement, mais les gens heureux sont relax, sont moins tendus, moins rigides. Et la capacité de rire, je pense que c'est quelque chose que... c'est un cadeau que certains gens ont plus que d'autres. Et souvent, on se rend compte que on rit pas tant que ça, en général. Les gens, on se dit, mais quand est-ce qu'on a vraiment ri de bon cœur récemment? On a l'impression que c'est difficile des fois de... Puis c'est ça, c'est de travailler là-dessus aussi, peut-être de trouver des choses simples, puis de se laisser prendre par le jeu, justement. En effet, des fois, mettons qu'on est dans l'auto, et on entend une chanson, on commence à chanter avec la musique. Ouais. Mais à un moment donné, on voit une croix avec des fleurs à côté de la rue où quelqu'un est décédé. Ouais. Puis on a un sentiment de tristesse assez profonde.
Et quelques moments plus tard, le téléphone sonne, c'est un ami, on commence à parler avec l'ami, on est tellement heureux. Dans ces quelques secondes, on a passé de le fun à la tristesse, au rire. Alors, c'est important, comme je dis tantôt, d'apprécier le fait que c'est ça la vie. Il ne faut pas nécessairement focuser seulement sur les grandes choses, il faut focuser sur les petites choses et trouver la balance entre les deux. Oui. Le bonheur, c'est un but ultime qu'on essaie tous d'atteindre. Et puis mais c'est d'excellents conseils. J'aimerais ça qu'on mentionne, il reste encore peut-être une minute ensemble, mais vous faites des conférences, évidemment. Vous avez une expérience importante au niveau de la santé mentale. Comment on peut en savoir plus sur vous? On peut consulter votre site web? Oui, j'ai un site web, zakia.ca, si les gens sont intéressés. Et il y a une page conférence. Et sur la page conférence, il y a des conférences que j'ai données. Alors, les gens peuvent consulter ça. Ils sont à peu près 1 heure chaque. Il y en a 4 sur la page francophone. Il y a aussi une page anglaise avec 3 autres. Et il y en a juste un sujet qui est pareil dans les deux. Donc, les gens sont... Donc, on peut regarder, c'est sur vidéo, là. C'est ça. Non, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Ça nous donne espoir, ça nous donne le goût d'être heureux, de travailler notre bonheur. Alors, on essaie toujours. Mais c'était un bonheur de vous recevoir en studio. L'instant présent était très intéressant. Merci beaucoup, M. Zakia. Au revoir. Okay. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, l'obésité morbide. Alors Pierre, tu as d'autres renseignements à nous amener sur ce sujet-là? On en parle beaucoup sur l'Internet de ce problème. De plus en plus d'obèses un peu partout, au Canada aussi. Oui, si on va voir sur le site chirurgiepertedepoids.ca, on nous dit « L'obésité morbide est une maladie chronique grave et non le résultat de la gourmandise. La recherche a montré que dans de nombreux cas, une cause importante de l'obésité morbide est génétique. On hérite de la tendance à prendre du poids. La combinaison d'une prédisposition génétique à la prise de poids et la consommation abondante d'aliments transformés et facilement accessibles a abouti à l'épidémie d'obésité en Amérique du Nord et même du monde entier. » Oui, c'est des aliments qui ont, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de sucre et de sel. Mm-hmm. Voici une liste de facteurs qui contribuent au développement de l'obésité morbide. Premièrement, il y a la prédisposition génétique, comme je viens d'en parler, l'accès facile aux aliments transformés en abondance et l'incapacité ou le manque de désir d'activité physique. Troisièmement, les problèmes psychosociaux, comme un enfant maltraité qui se précipite sur la nourriture pour pallier sa dépression causée par les railleries. Quatrièmement, les troubles alimentaires. Cinquièmement, les troubles métaboliques comme des conditions médicales rares. Sixièmement, des médicaments comme des antidépresseurs ou des stéroïdes. On en pense... ça arrive souvent, des antidépresseurs. Santé mentale, les gens... grossir, c'est vrai. Et septièmement, d'autres conditions qu'on appelle... pour le moment, des conditions inconnues. L'obésité morbide endommage le corps à cause de ses propriétés néfastes mécaniques, métaboliques et physiologiques sur les fonctions corporelles normales. Ces comorbidités touchent presque tous les organes dans le corps d'une certaine façon. Elles peuvent raccourcir la durée de vie ou encore pire, être mortelles. Sur un autre site, le site obésité.u Laval, le site de l'Université Laval. Excuse-moi, Pierre, il ne parle pas non plus des problèmes de glandes thyroïdes. Ça aussi, je pense, c'est à cause de la prise de poids. Tu vas voir. Okay. On a dit alors sur le site de l'Université Laval, on dit parmi les facteurs génétiques, on retrouve des défauts dans la façon de brûler les sucres et les graisses, un besoin énergétique de base de l'organisme anormalement faible, un défaut au niveau du ce qu'on appelle le thermostat qui règle le poids, et des anomalies dans les mécanismes de contrôle de la faim et de la satiété, tant au niveau périphérique que du système nerveux central. Il ne semble donc pas y avoir une cause unique, mais une mosaïque de facteurs, ce qui rend la solution d'autant plus difficile. Ces facteurs peuvent
peuvent entraîner l'obésité chez une personne qui n'y était pas exposée génétiquement. Et l'inverse est aussi vrai. Des conditions environnementales favorables peuvent prévenir l'obésité chez la personne qui est génétiquement exposée à être obèse. Personne ne peut aujourd'hui établir le rôle respectif de chacun de ces facteurs, surtout au niveau individuel, et malgré des efforts louables de leur part, de plus en plus de gens deviennent obèses. J'ai parlé un peu plus tôt dans la première partie du côté psychologique. Sur le site legofftechnique.com, on nous dit que l'obésité sévère ou morbide est une addiction dont les causes sont d'origine psychologique à 80 à 90%. Quand même. Oui. Il faut traiter ces facteurs psychologiques en parallèle à une intervention chirurgicale, sinon il y aura une reprise de poids, des complications ou des réinterventions. Plus de 20 ans d'expérience dans la prise en charge de patients obèses m'ont convaincu. C'est le docteur Jean-Yves Le Goff, qui est chirurgien, ce qu'on appelle un chirurgien viscéral. Il est français. Il nous dit plus de 20 ans d'expérience avec des patients obèses m'ont convaincu que si l'on ne résout pas ces aspects psychologiques, une opération, quel que soit le type, est vouée à l'échec sur le moyen et le long terme. Ce docteur a mis au point une méthode innovante de chirurgie de l'obésité baptisée technique Le Goff. De nombreux chercheurs ont souligné le caractère d'addiction dans le développement de l'obésité qui s'apparente à une véritable toxicomanie. Il y a toujours des problèmes psychologiques importants non résolus, comme le stress, le deuil, le divorce, l'abandon, problèmes sexuels, comme par exemple l'inceste ou le viol. 66% des malades obèses ont subi de la maltraitance infantile. La dépression peut également être un facteur clé. Une personne obèse en dépression mange 5 fois plus qu'une personne de poids normal. 5 fois, c'est beaucoup. Les autres causes de l'obésité sont estimées à 5% d'origine génétique et de 5 à 10% d'origine ethno-culturelle. Par exemple, une femme inuite consommera plus de nourriture quotidiennement qu'une personne travaillant devant son ordinateur. Ceci pose la question de la pertinence des méthodes chirurgicales qu'on appelle mutilatrices irréversibles, comme ce dont je vous ai parlé un peu plus tôt, le sleeve ou le bypass. La qualité de vie de la personne obèse ayant subi une chirurgie ne doit pas être inférieure à ce qu'elle était avant l'opération. Le docteur Le Goff nous dit on ne traite pas un deuil non résolu, un inceste, un viol, etc., par l'ablation d'un bout d'estomac ou une dérivation gastrique. Il ne viendrait à personne l'idée de retirer le nez à un cocaïnomane pour ne pas qu'il sniffe, ou d'enlever les doigts à un fumeur pour qu'il cesse de fumer. C'est pourquoi, continue le docteur Le Goff, il faut être le plus conservateur possible dans les interventions pour ne pas ajouter des problèmes à l'obésité déjà existante, à savoir des mutilations irréversibles et des carences nutritionnelles. Alors, je pourrais continuer, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. L'obésité morbide, donc merci beaucoup Pierre, merci Ghislain, à Folie Douce. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Pour terminer ce rendez-vous de Folie Douce, en ma compagnie Ghislain Malo, on va y aller avec la nomenclature des chansons Ghislain. En début d'émission, on a écouté Love Game. De Peter. On a écouté Sur la bande. De Freda. Dans la deuxième demi, on a pu écouter Soyons sauvages. De Ariane Zita. Et à l'instant, Jardin sauvage. De Jérôme Minière. On reste dans le sauvage. Oui, c'est notre côté naturel et environnemental. Ouais, merci beaucoup pour votre show musical. Merci pour ta participation au micro, la recherche également. Merci Pierre pour la mise en onde. Et merci pour ton espresso et l'allongé où il était question d'obésité morbide. On a eu nos invités en début d'émission. Je remercie nos invités donc de Altami, la ressource Altami. Merci d'avoir été des nôtres. On a également eu notre psychologue préféré, en fait, Camillo Zacchia, qui nous a parlé du bonheur. Alors, c'est intéressant de parler des vraies choses. Ça, du bonheur, c'est quand même très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.
do do do